Rebonjour à vous toutes et à vous tous. Cet après-midi, je viens vers vous pour la suite des druides. Donc, sur les saisons, nous étions à l'automne, à l'équinoxe d'automne, si vous vous en souvenez. Si vous aimez cette vidéo, je vous demande de mettre un petit pouce, un like. Autrement, vous pouvez également regarder sur le site, voir également ce qu'il y a en boutique, etc. J'espère que vous allez bien, que ce confinement vous aide avec les vidéos, que vous avez pu faire les méditations. Cette fois-ci, il y a le son. Alléluia. Et là, je vais vous parler de l'équinoxe d'automne. Alors, la dernière fois, je m'étais arrêtée à la fête de Balmain. Vous savez, la fête... Alors, je m'étais arrêtée la dernière fois à le solstice. Alors, que je reprends... je m'étais arrêtée à l'équinoxe du printemps. Donc, du printemps, on avait fait... Et on devait faire le Beltane, la fête, la pleine lune de mai. Donc, Beltane, fête de la lumière, se situe au 7e mois de l'année celte. Et le nouvel an celte se proclame dans le mois de novembre lors de la fête sacrée de Saïma. Donc ça, nous l'avions vu la dernière fois. Et il me semble qu'on n'avait pas fait le solstice d'été. Donc je vais vous en parler. Donc comme c'est en deux parties, donc j'ai coupé pour aller plus vite, pour pouvoir vous détendre un petit peu par la méditation. Et là, je vais vous parler du solstice d'été qui marque la force et pouvoir du soleil lors du jour le plus long de l'année. Et vous savez que juin est un mois le plus long de l'année. C'est le moment d'emmagasiner la force du soleil avant que les heures de lumière commencent à diminuer au cours des 6 mois suivants. Les célébrations des 4 fêtes solaires existaient depuis toute l'Antiquité. Le solstice d'été et d'hiver, marquant l'axe vertical du monde, les deux extrêmes de la course du soleil. Le solstice d'été est le jour le plus long de l'année. Au moment de l'année, une importance primordiale est donc accordée au pouvoir magique du feu. Comme toujours, le feu est omniprésent. Avec toujours une plage de choix dans les cérémonies celtes, il revêt 3 formes générales. Le feu de la terre, le feu domestiqué par l'homme, le feu du ciel, la foudre, le feu divin représenté par le soleil. Donc c'est la triple illumination de l'Avent, le principe divin supérieur manifesté dans les 3 rayons du Triban qui domine cette journée. Un grand bûcher a été même allumé par le roi de France sur la place de l'hôtel de la ville à Paris, en France. De nos jours, la fête de la musique a largement éclipsé les festivités de la Saint-Jean. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, on en parlait de la fête de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean, traditionnellement accompagnée d'un grand feu, est la fête de Jean le Baptiste, le 24 juin. Et la fête de la Saint-Jean reprend donc des traditions pré-chrétiennes en plaçant ainsi la date de la fête Saint-Jean de l'Église a certainement voulu au 5e siècle, comme dans d'autres fêtes comme la Noël, donc Saint-Jean Baptiste, fils de Zacharie et d'Élisabeth, une cousine de Marie. Il était le cousin de Jésus, selon les évangiles bien entendu. Et de Saint Luc, et aussi le prédicateur qui avait annoncé la venue de Saint Jean le Messie et l'avait baptisé au bord du fleuve Jourdain. Depuis l'avènement du christianisme, il y a plus de 2000 ans, on a estimé que les religions anciennes, comme le paganisme, sont devenues étrangement contrôlées ou même dirigées par Satan. Mais ce n'est sûrement pas un reflet des fidèles anciennes religions. Attention, moi je vous dis ce qu'il en est marqué, ce n'est pas un reflet fidèle des anciennes religions. Je ne pense pas que le paganisme était satanique, au contraire. Partout dans le monde et à travers l'histoire du mois de juin a présenté un certain nombre de jours religieux et spirituels essentiellement liés au solstice d'été. Le solstice d'été a été célébré par les Slaves, les Celtes, et les Germains,
avec des feux massifs, un aspect essentiel de la fête. Dans la tradition celtique, le solstice est également le jour où on devait récolter les herbes magiques en hommage à la nature. C'est donc le temps du ramassage des herbes médicinales qui sont au mieux de leur pouvoir à ce moment de l'année. Les influences aryennes en Gaule sont connues par des survivances et des monuments. La persistance des pratiques démontre l'importance qu'on leur accordait. Une des plus authentiques et des plus anciennes pratiques est devenue la fête des feux de la Saint-Jean. L'Église chrétienne fulmina par la voix de Bossuet, comme d'habitude, danser autour du feu, jouer, faire des festins, jeter des herbes dans le feu, recueillir avant midi les herbes, à jeun, porter sur soi, les conserver toute l'année, garder les tisons ou les charbons de feu sacrés. Il ne les aurait pas dénoncés si ces choses ne faisaient pas de son côté. Sainte Éloi nous renseigne en clamant « Ne vous réunissez pas au solstice, qu'aucun de vous ne danse ou ne saute autour du feu, ni ne chante des chansons le jour de la Saint-Jean. » Soit disant que ces chansons étaient diaboliques. Mais j'y crois pas, je pense que l'Église avait peur de quelque chose. Sainte Éloi nous ramène à l'origine du feu de la Saint-Jean. Il était allumé à l'occasion des cérémonies du solstice d'été. Le feu est une force de la nature qui avait sa divinité, comme chaque force, sa chaleur, sa clarté en faisant le symbole de la vigueur physique, de la lumière intellectuelle. Le feu était si important que des vestales étaient consacrées uniquement pour son entretien. Lorsque venait la solstice d'été, on éteignait tous les feux. La règle était de les réallumer par le frottement de 2 pièces de bois au XVIIIe siècle. On allumait encore de cette manière le feu de la Saint-Jean. Oui, c'est un peu bizarre comme manière d'allumer le feu. Le feu était considéré comme descendant direct du soleil, ça ce sont des croyances. Celui-ci était présenté par une roue enflammée, de là faire flamber une roue, de la porter en procession. Il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi et cette pratique persistait il n'y a pas très longtemps. Le feu de la Saint-Jean s'allumait encore un peu partout. Il y arrive même que des prêtres vont les bénir. Alors là, dans cette considération, dans ce texte, il monte Steinheck, je ne sais pas si vous allez voir, on voit un petit peu, je ne sais pas si on voit bien, c'est pas facile, il y a la clarté du jour, et puis du téléphone. Alors, Lunasat, dans la mythologie celtique, Lunasat est une fête religieuse dont le nom signifie assemblée de Lung, L-U-G, le dieu roi qui représente la souveraineté, qui est roi, et l'homme primordial. C'est donc la fête en l'honneur de Lug. L'Église assimile ça à Lucifer et la fit interdire. Je vois pas en quoi... Donc Lug apparaît sous 3 aspects. Il est d'abord le dieu solaire qui féconde la nature. À ce niveau-là, il devient source de vie au plan matériel, psychologique ou spirituel. Il est un dieu chotonien, dieu de la terre et du monde souterrain. Son oiseau est le corbeau. Il est le dieu des arts et des techniques dans lesquelles il excelle. Vous savez que les dieux, par Dieu, les dieux, ce sont les Anunnakis. Hein, ça, on reviendra dessus dans une autre vidéo. En Irlande, la fête de Lug se tenait à Teldu. Pour les druides, c'était très important. Alors, Lunasat était donc considéré comme des foires, des échanges économiques, le règlement de questions politiques, des mariages temporaires ou définitifs, des jeux, des courses de chevaux et de femmes, l'audition de poètes, de musiciens, une trêve militaire, la participation obligatoire de toutes les classes sociales. Loin d'interdire la fête, le christianisme l'a maintenue en renforçant les tendances pacifiques et bienfaisantes. Pour cette fête, on allumait des feux au sommet des montagnes. C'était la fête du roi. Non pas tel ou tel roi, d'une chèvre, d'une nation quelconque, mais la fête du roi du monde, le correspondant humain de Dieu. Lui, on y fêtait la structure sociale dans son ensemble. Donc pour eux, il s'agissait de la fête du roi dans sa fonction de redistribuer les richesses et d'équiter sous l'autorité des druides.
À cette occasion, les druides, bien qu'officiants, ils avaient un rôle secondaire. Le roi, en tant qu'intermédiaire entre les dieux et les hommes, prenait la position primordiale en descendant les structures humaines en divinité. C'est une trêve militaire qui célébrait la paix, l'amitié, l'abondance et la prospérité des royaumes. Elle est obligatoire et réunit les 3 classes sacerdotale, guerrière et artisanale de la société helvétique. Ça fait penser un petit peu à la table ronde d'Arthur aussi. Alors l'équinoxe de printemps d'automne, c'est le 21 septembre. Donc l'équinoxe du printemps, l'équilibre cosmique entre l'obscurité et la lumière. Les solstices et les équinoxes sont les temps de l'année les plus faciles à repérer. Durée du jour maximale ou minimale pour les solstices. Durée durée du jour égale à celle de la nuit pour les équinoxes. Ce sont les marqueurs du cycle de la luminosité. Cette fête souligne la fin du cycle productif de la nature. C'est le début de la stérilité de la terre. Et c'est aussi la dernière des fêtes celtes de l'année dans sa tradition celte. Cette fête se rapporte en travaux agraires, la fin des moussons, les vendanges, la récolte des derniers fruits. C'est le temps de finir les actions commencées. C'est le grand rituel solaire de l'année qui se termine. C'est le jour de la partition entre le jour et la nuit, le yang et le yin. L'équinoxe d'automne est associé à l'ouest. Il finit le jour, mais aussi la vie pour les Celtes. C'est un jour de remerciement et de préparation, la pénombre de l'hiver, que la nature va s'endormir. Les 3 classes rendent grâce aux dieux et déesses, remerciant les druides qui célèbrent les victoires avec les guerriers et se réjouissent de la moisson engrangée par les producteurs. Les participants sont réunis à l'ombre d'un grand chêne, 7 celtes titulaires dont les glands survivront à la nourriture du bétail qui participe au bienfait des forces mis au mouvement par l'incré. Une couronne de chêne est présentée à l'une des personnes qui fait quelque chose d'important. Donc, dans la tradition gaélique, rapporte qu'à la fin des moissons, la dernière gerbe était en forme de poupée appelée Gaillac, vieille femme en gaélique, la mère du blé ou la reine des récoltes. À la fin des célébrations, la poupée était remise jusqu'au prochain semail aux fermiers ayant eu la plus petite récolte en guise de porte-bonheur. Alors, l'équinoxe d'automne représente la plénitude après l'été. Le temps des récoltes, du partage et des célébrations vient comme une récompense. Activons cette énergie dans tous les départements de notre vie. C'est le temps de l'intégration, une nouvelle dimension, celle du collectif, celle du pouvoir lorsqu'on sait où l'on va, celle de la maturité, force issue de la connaissance de soi. Durant ce cycle de 6 mois, les forces cosmiques favorisent le retrait de la matérialité au profit du spirituel. La nature elle-même illustre ce retrait, elle se dépouille, l'homme en profite pour chercher la connaissance, développer son intuition, s'y préparer en méditant sur sur ce qu'il a fait durant les derniers mois et en réfléchissant ce qu'il fera maintenant. La nature est soumise pour 6 mois à un courant héliocentrique, donc solaire. Le soleil s'éloignant de la Terre nous entraîne avec lui. Ce courant régit par les mots donner, servir, unir. Ce courant nous entraîne vers la spiritualité. En plus de ces 8 grandes fêtes, il existe d'autres tout au long de l'année pour les Celtes. Tout était prétexte à réjouissance. Le paradoxe, c'est qu'ils avaient plus de jours chômés que nous. Nous allons maintenant dresser une liste non excessive des fêtes gauloises. En février, le bûcher de carnaval correspondait à notre Mardi Gras, suivi de la fête des souffles-culs où on pourchassait avec des soufflets. Le christianisme finit par nous habituer à ne chasser que le diable. Toujours en février, la fête des sauvés, au cœur de laquelle on dressait une liste de garçons célibataires, et en face de chaque nom était inscrit celui d'une jeune fille. Souvent, un mariage s'ensuivait. Début mars, on coupait les queues des bœufs, des chevaux, des moutons pour les maintenir en bonne santé.
En avril, l'Assemblée de la Dame est peut-être l'origine de nos élections de Miss. Les jeux déroulés des toqués consistaient à faire rouler des œufs sur une pente ou à les cogner l'un contre l'autre. Celui dont l'œuf avait brisé la coquille de l'autre joueur était déclaré vainqueur. En mai se pratiquait la plantation des maïs. Les garçons plantaient une branche d'arbre devant la maison d'une jeune fille. La plante choisie avait une signification. Lors de la fête des Trimazés, les jeunes filles qui étaient de maison en maison, dans le premier jour du mois d'août, les réjouissances comportaient le cassage à l'aide d'une perche et des yeux bandés de peau suspendue. En automne, il existait la fête des bergers. Au cours de cette fête, les bergers, une fleur au chapeau, dansaient la farandole. Nous finirons maintenant avec une fête burlesque, la fête des fous. On élisa un pape de fous, un évêque de fous, on chantait avec la voix discordante, et comme dans toutes les fêtes gauloises, on allumait des feux. Cette fête est sans doute plus récente que les précédentes, sans doute une marque d'humour de nos anciens. Alors ça, c'était pour les Celtes. Donc, je vous reparlerai dans une autre vidéo de nos amis celtes, qui sont très intéressants quelque part, parce qu'on voit bien qu'ils sont très très intéressants. C'était vraiment, on va dire, les Celtes avaient une culture qui ressemble quelque part à la nôtre sous d'autres formes. Donc voilà, je vous laisse la méditation, plus cette petite vidéo sur les Celtes, les saisons. Et nous reparlerons du mode de vie des Celtes, comment ils vivaient, comment ils se... un peu plus... qu'est-ce qu'un Celte comment vivait-il son époque, comment il se sentait. Là, nous avons parlé des saisons. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vous dis à demain pour la prochaine méditation. Au revoir.